Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se porte très mal, affectée par la crise sanitaire et la baisse des cours de ses principaux produits d'exportation. La CEMAC est confrontée à une grave récession économique, une dégradation de son solde budgétaire et une énorme pression sur ses avoirs extérieurs. Ces prévisions inquiétantes du comité de politique monétaire étaient au cœur des échanges entre les émissaires du président congolais et le chef de l'État du Cameroun ce jeudi au Palais de l'Unité à Yaoundé. À suivre dans ce journal les enjeux d'une telle rencontre et la teneur des échanges au sommet de l'État. Le torchon brûle entre les artistes musiciens et le gouvernement. Le projet de loi qui régit les activités culturelles et artistiques suscite la controverse et une levée de boucliers au sein du mouvement culturel et artistique. Des acteurs culturels dénoncent avec véhémence l'organisation des fédérations culturelles. Ils s'insurgent contre la présence à outrance et le renforcement des pouvoirs de la tutelle administrative et d'autres incongruités jugées liberticides et favorables à la corruption. En réaction, le ministère de la Culture estime qu'il souhaite dessiner une nouvelle architecture du paysage culturel favorable à une industrie culturelle au Cameroun. Vous les écouterez, les différents arguments au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces opérations de démolition qui se sont déroulées sur le site de construction de logements sociaux dans la ville de Douala. Malgré les multiples sommations de déguerpissement, les populations sont restées sur les lieux. Elles ont été surprises de voir arriver les gros engins des autorités de la ville de Douala. Des opérations de casse qui ont mis au sol de nombreux investissements effectués par ces populations. Elles n'avaient que leurs yeux pour pleurer, impuissantes devant ces opérations de démolition. Reportage avec Steve Eboulet et Kediara. Des milliards de francs CFA d'investissement partis en poussière. De la colère, des larmes, en n'en plus finir. Non, vous n'êtes pas sur le lieu d'un deuil, mais plutôt sur le théâtre d'un déguerpissement forcé, non loin du site, des logements sociaux de Mbanga Bakoko. Les populations, désemparées, sont au bord de la crise de nerfs. Avec tous les problèmes qu'on a ici au pays, on a vu que venir détruire, c'est le problème. Même si c'est l'État nous dit qu'on paye, on va payer. Ça c'est quoi? Ce que je sais, c'est que c'est un gouvernement qui n'a jamais soutenu sa population. Les gens sont là, ils sont battus pour construire. On casse disant qu'on veut créer la route, on veut loger les gens dans les logements sociaux. Ça fait plus de 6 ans que ces logements sont finis, ce n'est pas habité. On n'est pas capable de payer pour vivre dans ces logements sociaux. On a dit qu'on construit pour les pauvres. On n'a jamais logé les pauvres là-dedans. Les pauvres réussissent à construire au quartier. On vient casser. Maintenant, là où on construit pour les pauvres, me semble que c'est pour les riches. Nous allons faire quoi devant le gouvernement? La loi, ou c'est quelle loi dans ce pays? Nous sommes dépassés. Pour sécuriser l'opération et éviter tout débordement, les forces de maintien de l'ordre, armes au poing, veillent au grain. Pendant ce temps, les riverains, comme dans un rêve, sauvent ce qu'ils peuvent. Des femmes qui pleurent, s'effondrent. Des hommes qui tempêtent, c'est la grande émotion. En pleine période de crise sanitaire, aux grosses conséquences financières. Pourtant, les autorités confirment, il n'y aura aucun dédommagement pour personne. Vu que tout le monde ici s'est installé illégalement sur le terrain de l'État. Et suite au message porté du Minju après sa visite la semaine passée dans les logements sociaux de Mbanga Bakoko, ici présentement à Yassa, elle a instruit qu'on fasse déguerpir les populations qui occupent anarchiquement les logements sociaux de Yassa, où nous nous trouvons. Et c'est l'opération que nous menons sur l'instruction du préfet qui a au préalable communiqué sur cette descente et qui a fait des sommations avec la collaboration du sous-préfet de Douala 3e. Mais est-ce qu'on va indemniser les gens qui occupent anarchiquement le domaine de l'État, le domaine privé de l'État?
Ça ne peut pas se faire. Ils doivent libérer ce site et c'est ce que nous sommes en train de leur faire faire. Il s'agit là d'un autre déguerpissement qui met à nu les grands mots qui minent le Cameroun. Laisser les populations s'installer pour ensuite les détruire, jetant ainsi aux orties des années d'économie, voire des millions de francs CFA de dettes, difficile de s'en remettre. Dans une capitale économique où les populations peinent à avoir accès à un habitat décent, d'autres démolitions sont annoncées dans l'arrondissement de Douala 4e, notamment des zones à risque, là où les populations sont confrontées à des inondations. La seule solution trouvée par la municipalité, c'est d'annoncer des démolitions de ces maisons d'habitation, ceci au grand désarroi des populations. Évocation avec Robert Moukoubé et Isabelle Carole Zoupet. Mabanda, l'un des quartiers les plus touchés par les inondations dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, préoccupe le nouvel exécutif municipal qui y a effectué une descente. À peine a-t-on franchi cette zone que les causes de l'inondation ici sont perceptibles. Les maisons, construites de manière anarchique, et l'importante quantité de déchets qui seraient déversés ici par les entreprises environnantes obstruent le passage des eaux qui occasionnent ces inondations et mettent en danger la vie des populations. Et ce que nous avons vu, c'est qu'en cette période de début de saison de pluie, nous avons un gros problème de drains. Les drains sont bouchés, les drains sont occupés par les habitations, les drains sont occupés par les torchons, les drains sont occupés par les toilettes. Et il faut vraiment sensibiliser les populations pour qu'elles laissent le passage de l'eau. Parce que si elles ne laissent pas le passage de l'eau, l'eau va entrer par. Une occasion pour le maire de constater l'abandon de plusieurs chantiers entamés ici par l'État. Il annonce d'ailleurs d'entamer des démarches pour la réhabilitation de ces infrastructures. Les populations de Mabanda, ayant construit sur le passage des eaux, ont reçu instruction de libérer les lieux avant le démarrage de la construction de drains sur ce site. Au-delà de cette intention, la question du recasement des populations à déguerpir se pose avec acuité. Dans l'actualité, le contrôle des prix homologués des denrées alimentaires s'est transformé en acte de corruption et d'arnaque des commerçants dans le département de la Mifi, situé dans la région de l'Ouest. Des commerçants ont vu leurs boutiques être scellées pour n'avoir pas à respecter des mesures venant de ces contrôleurs des prix. Ils s'insurgent contre les multiples tracasseries venant de la part des autorités locales et ces contrôleurs de prix transformés en anarcheurs. Que se passait réellement dans les espaces marchands dans le département de la Mifi? Élément de réponse avec Leclerc Sakem. Marché à de Bafoussam ce jeudi matin. Certains commerçants qui ont fermé boutique la veille sans quiétude sont venus trouver les scellés apposés sur leur espace marchand. Pour ces derniers, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous sommes fatigués ici tous les jours de recevoir les contrôleurs des prix. Chaque fois qu'ils viennent, il faut toujours leur donner de l'argent et nous ne savons pas de l'argent de quoi il s'agit. Où ça part, dans quel trésor public, nous ne connaissons pas. Et ils prennent de l'argent chez nous sans aucun reçu. Voilà comment ça se passe avec eux. Et à chaque fois, c'est à coup répété. Ce n'est pas que c'est une fois par mois, c'est une fois par an. C'est chaque fois. On ne peut même pas compter combien de fois ils viennent. Oui, vraiment, nous sommes fatigués ici dans le marché. Les services de contrôle de prix, soit des ministères de commerce, nous embêtent à chaque moment. Ces commerçants déplorent le fait qu'au fil des temps, les agents de la délégation départementale du commerce pour la MIFI ont transformé leur boutique en un fonds de commerce où il faut percevoir les recettes chaque fois, même pas de repos en cette période de crise sanitaire. Quand tu ne donnes pas de l'argent à l'instant, toi tu t'attends à... On vient te sceller. Oui, on te dresse en se sceller sans aucun préavis. Tu viens seulement le matin constater que la boutique est scellée. Voilà comment ça se passe. Alors que nous avions nous-mêmes des charges journalières qui pèsent sur nous. Et nous ouvrons, nous ne vendons rien. Avec le coronavirus qui est venu tout tuer l'activité. Ils ont même écrit sur leur procès verbal maintenant qu'il faut payer 100 000. Quand vous leur posez la question, vous scellez la boutique. Pourquoi? Leur motif, c'est que vous avez refusé de payer 100 000 francs. Et vous demandez la cause des 100 000, ils ne vous répondent, ils ne vous disent rien. Ils demandent seulement allez voir la hiérarchie. Voilà ce qu'ils nous répondent. Et quand vous refusez de donner l'argent, c'est comme ça qu'on vous donne un procès verbal qui vous met sur scellé. Et dans ce procès, on vous dit vous allez payer 50 000 pour défaut de présentation de prix ou on doit vous sceller.
Quand vous ne donnez pas 50 000 sur place, on va vous dresser un procès verbal qui doit vous donner une amende de 100 000 francs. De 150 000, ça dépend. Cette fois-ci, vraiment, nous voulons qu'on mette un terme à cela parce qu'il y a de trop. Depuis janvier, on a déjà eu au moins 5 contrôles. Rendu à la délégation départementale du commerce pour la MIFI, porte 469, comme l'atteste ce papier, le maître des séants nous renvoie chez son supérieur hiérarchique, malheureusement absent. Joint au téléphone, il nous fera savoir que ces commerçants ne respectent pas leurs engagements avec l'administration. Il va renchérir que c'est le premier contrôle officiel de l'année 2020. Pour ce qui est des amendes, ils font de ces arguments sur l'article 91 de la loi de 2015 qui spécule que les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'une sanction pécuniaire de 5% du chiffre d'affaires annuel réalisé par le commerçant avec un minimum de perception de 30 000 francs CFA pour les personnes physiques et 100 000 francs pour les personnes morales. Parlons à présent de la décentralisation de la riposte sanitaire. Elle est observée à travers l'aménagement d'une dizaine de centres de dépistage à Yaoundé. L'objectif, c'est de maîtriser le statut des populations ayant été en contact ou non avec des cas positifs au Covid-19. En tant que coordonnateur du plan régional de riposte, le gouverneur du centre, Paul Nasseri Beya, est allé évaluer le fonctionnement des 10 centres et encourager les populations à se faire dépister et bénéficier d'une prise en charge médicale en cas de cas positifs au Covid-19. Des précisions avec Rodin Gassi et Marcelin Gansop. Ici le centre de prélèvement de la prison centrale de Yaoundé, le dernier né parmi la dizaine de sites qui tournent désormais en plein régime dans la capitale, allégeant de fait les souffrances du personnel et des détenus de la prison centrale de Yaoundé. On a vu là-bas et les prisonniers et les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et même les civils qui sont là pour se faire dépister. Vous savez que la prison, c'est une institution très importante qui mérite une attention très particulière. Donc ce centre a été créé pour pouvoir donc atteindre les objectifs qui est assigné à cette administration pénitentiaire. Dans ce centre de prélèvement, comme dans les 3 autres, visités par le gouverneur de la région du centre, les personnels sont à pied d'œuvre. Dans l'ensemble, tout se déroule dans de bonnes conditions, en dépit du retard qui caractérise parfois la disponibilité de certains résultats. Les patients, généralement, certains peuvent se plaindre du retard, mais c'est lié au grand nombre de personnes qu'il faut satisfaire. Mais relativement, toute personne qui vient ici se fait tester et rentre avec son résultat. Ça veut dire que les patients viennent, ils se font dépister. En 15 minutes, ils ont leurs résultats et ils peuvent repartir. C'est pour ça qu'en moyenne, on peut recevoir près de 300 à 400 personnes par jour. Cette descente a permis au coordonnateur du plan de riposte régional d'encourager les personnels de santé qui sont sur le pied de guerre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent que nous ne sommes pas proches ou bien attentifs à leur travail ou de leurs préoccupations. Et aussi de faire savoir à tout le monde que le dépistage, cette pandémie est nécessaire. Même quand on fait tout pour insister sur les barrières, mais il faut être sûr, il faut se faire dépister. C'était aussi l'occasion pour le patron de la région du centre de rappeler l'impérieuse nécessité pour les populations de poursuivre avec le respect scrupuleux des mesures barrières. Vous avez constaté qu'on a affaire autour de 80 ici, avec 80 négatifs. C'est un bon signe. Et nous voulons donc encourager tout le monde d'adhérer à ces gestes barrières, surtout le port de masques et le lavage de mains et aussi la distanciation sociale. Plus tôt on est testé, plus vite on est fixé sur son sort. Et en cas de positivité, la prise en charge est rapidement enclenchée, gardant intactes les chances de guérison. Voilà qui a poussé le gouvernement à multiplier les centres de prélèvement dans la capitale. La balle est désormais dans le camp des populations. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, a prescrit au ministre de la Santé publique et le ministre de la Recherche scientifique l'examen des solutions thérapeutiques proposées par les phytothérapeutes en vue d'identifier les plus pertinentes à intégrer au protocole des soins anti-Covid-19. C'est une prescription faite par le chef du gouvernement après une réunion interministérielle d'évaluation du plan de riposte sanitaire en vigueur au Cameroun. Et sur le plan africain, 2 pays du continent
ont déjà décidé d'appliquer le principe de réciprocité concernant l'exclusion des Africains sur le sol européen, notamment l'espace Schengen, dès l'ouverture des frontières aériennes. Il s'agit du Sénégal et du Gabon, et l'Afrique du Sud qui a décidé de tester le nouveau vaccin déjà élaboré concernant la lutte contre la pandémie du Covid-19. On voit tout cela avec Nadine Yambou. Après la décision de l'Union européenne d'exclure plusieurs États de voyager dans l'espace Schengen, des pays africains contestent cette restriction. Le Gabon demande à toutes les missions diplomatiques et postes consulaires de maintenir la suspension de délivrance des visas aux 27 États membres de l'Union européenne désirant se rendre au Gabon. Le principe de réciprocité évoqué dans la circulaire du ministre gabonais des Affaires étrangères est également appliqué au Sénégal. Le gouvernement sénégalais digère mal cette décision de l'Union européenne de bannir le pays de sa liste des États autorisés à voyager dans l'espace Schengen. Pourtant, le Maroc, l'Algérie, où il y a plus de morts, sont autorisés à voyager. Idem pour la Tunisie et le Rwanda. Au Sénégal, les frontières terrestres et maritimes demeurent fermées et les vols reprennent le 15 juillet prochain. Si l'Algérie fait partie de la liste de ceux à qui l'Union européenne ouvre ses frontières, les autorités maintiennent les frontières fermées jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui donne un coup d'arrêt aux espoirs de reprise du trafic aérien et maritime avec l'Europe. Selon le gouvernement, l'Algérie est en proie à une flambée d'infection au coronavirus 3 semaines seulement après les premières mesures de déconfinement. Une recrudescence des contaminations due à un relâchement des mesures barrières. Le couvre-feu demeure en vigueur dans le pays, de même que les rassemblements publics sont interdits. Loin des vives polémiques et critiques sur l'éventualité d'un vaccin contre le coronavirus sur le continent africain, l'Afrique du Sud s'est portée volontaire à participer à cette étude. Le pays débute les premiers essais de vaccins développés en avril dernier par l'université d'Oxford. J'ai un peu peur, mais je veux savoir ce qui se passe avec ce vaccin, pour pouvoir dire à mes amis et aux autres ce qui se passe vraiment avec l'étude. Si l'efficacité de ce produit à ce stade n'est pas encore prouvée, le gouvernement tient à rappeler que l'opération est volontaire. Ce sont au total 2000 personnes qui vont recevoir ce vaccin, dont 50 patients atteints du VIH-Sida. On essaye de résoudre 2 questions importantes. La première, la sécurité du vaccin, notamment en termes d'effets secondaires courants. Et la seconde, la capacité de l'organisme à trouver une réponse immunitaire contre le vaccin. En dehors de l'Afrique du Sud, le vaccin est également testé au Royaume-Uni, au Brésil et un autre est prévu aux États-Unis. Des chercheurs espèrent que ce vaccin remplisse ses promesses. Au mois d'avril dernier, des propos de 2 chercheurs français sur une chaîne étrangère évoquant l'éventualité de se servir de l'Afrique comme terrain d'essai pour des vaccins vont provoquer le courroux de plusieurs personnalités à travers le monde. Je vous le disais en titre, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se porte très mal, affectée par la crise sanitaire et la baisse des cours de ses principaux produits d'exportation. La CEMAC est confrontée à une récession économique de 5,9% selon l'analyse du comité de politique monétaire de la BEAC. Cette sous-région pourrait enregistrer une dégradation de son solde budgétaire à moins 6,2% du PIB, un creusement significatif du déficit du compte courant à 7,3% du produit intérieur brut. À cela s'ajoute une pression sur les réserves de change et le taux de couverture extérieure de la monnaie reviendrait à 55%. Le comité de politique monétaire de la BEAC précise que ces prévisions économiques pessimistes sont dépendantes de l'évolution de la pandémie du Covid-19 et l'efficacité des mesures sanitaires et macroéconomiques qui seront mises en œuvre dans la sous-région en réponse à la crise sanitaire. Cette récession économique de la CEMAC préoccupe des chefs d'État de la sous-région. À la demande du président congolais, le président du Cameroun, Paul Biya, a reçu les émissaires de son homologue Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Gilbert Ondongo, ministre d'État congolais chargé de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public. Il était en compagnie d'Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Babakas,
ministre congolaise du plan de la statistique et de l'intégration régionale. Les échanges entre les émissaires congolais et le président camerounais ont porté sur l'impact socio-économique de la crise sanitaire. Le chef de l'État du Congo, Brazzaville, par ailleurs président dédié aux réformes économiques sous-régionales, a transmis via ses émissaires un message au chef de l'État, Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Je vous invite à présent à suivre le ministre d'État Gilbert Ondongo, émissaire congolais, qui a été reçu au Palais de l'Unité à Yaoundé ce jeudi. Sortie de cette audience, comme vous le savez, le président Paul Biya est président en exercice de la conférence de chefs d'État de la CEMAC. Le président Denis Sassou Nguesso est président dédié aux réformes économiques et financières de la CEMAC. Naturellement, entre les deux présidents, il y a des échanges. J'étais porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère, le président Paul Biya. Dans le message, de quoi est-il question? Vous vous en doutez, il est question de la crise sanitaire avec ses conséquences sur le plan économique. Et donc, le président qui, lui, s'occupe des réformes économiques et financières, a voulu nous faire porter un message sur l'évolution de la crise sanitaire, sur l'évolution de la situation économique dans notre sous-région. Précisément, ce chantier de réformes financières et économiques et ce rapprochement entre la CEMAC et la CAC, ce chantier vous semble-t-il évoluer de façon satisfaisante? Maintenant, je dois vous dire honnêtement que nous sommes plus préoccupés à résoudre le problème sanitaire qui nous préoccupe tous. Et par la suite, naturellement, on verra comment faire évoluer, mais vous avez la chance parce qu'à mes côtés se tient la ministre qui est en charge de l'intégration régionale. Donc c'est elle qui suit le dossier de la CEAC. J'ai compris qu'il y a eu une dernière réunion au cours de laquelle des avancées ont été réalisées. Véritablement, oui, je pense que nous allons peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines années, passer de la CEMAC à un ensemble un peu plus vaste, la CEAC. Mais ça se présente plutôt bien. C'est nous. Merci. Vous venez de suivre Gilbert Ondongo, ministre d'État congolais en charge de l'économie, du portefeuille public et de l'industrie, émissaire du président Denis Sassou Nguesso. Il a été reçu en audience ce jeudi au Palais de l'Unité par le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya. Je vous le disais en titre, le projet de loi régissant les associations culturelles est une pilule amère, difficile à avaler pour les artistes et les acteurs culturels. Il s'insurge contre la complexité des procédures introduites dans l'organisation, le fonctionnement des nouvelles fédérations d'associations artistiques. Il dénonce le renforcement des pouvoirs de la tutelle administrative et l'exigence préalable d'agrément sont jugées comme des dispositions liberticides et favorables à la corruption. Pour dénoncer ces incongruités de ce projet de loi, une pétition a été initiée au sein du mouvement artistique et culturel au Cameroun. D'autres précisions avec Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. François Misengo est très amer au sujet du projet de loi sur les associations culturelles et artistiques. Le texte en examen au Parlement est pensé sans consulter les acteurs que sont les artistes, s'offusque le musicien, 45 ans de carrière. L'auteur de Alpha et Omega accueille mal l'idée d'instaurer le contrôle du ministère des Arts et de la Culture sur toutes les activités culturelles. Maintenant, vous allez demander à quelqu'un peut-être d'avoir une licence. Et pour avoir cette licence, il faudra avoir tel papier, avoir ceci. Passer par des gens qui ne sont pas tellement honnêtes et qui peuvent vous bloquer à certains moments pour que vous ne puissiez pas réaliser ce que vous voulez faire. Concrètement, le ministère organise les regroupements culturels et artistiques en association. Celles-ci s'affilient aux fédérations. Et une seule fédération reçoit l'autorisation du ministère pour organiser les événements culturels sur le territoire national. Une configuration qui irrite également Jean-Pierre Becolor pour qui la priorité est de penser au statut de l'artiste au Cameroun. Le statut de l'artiste comme le fonctionnaire qui a une retraite, qui a une assurance maladie, qui a un salaire, il faudrait penser au rôle de chacun, tout comme les fonctionnaires ont un rôle, les artistes ont un rôle, ils devraient avoir un statut. Les espaces ont conçu des bâtiments publics partout, on ne construit pas d'infrastructures culturelles. Donc tout ça devrait, à mon avis, trouver une espèce de place dans un document qu'on appelle la politique culturelle. Les pouvoirs publics notent que les événements culturels se chevauchent quelquefois et que l'organisation des activités culturelles et artistiques n'offre pas à l'état actuel
le meilleur du génie culturel camerounais. Qui instaure l'amateurisme? Mais c'est le gouvernement. Nous avons des textes. Je prends un exemple. Pourquoi est-ce que la piraterie persiste? Il n'y a pas les textes qui font en sorte qu'on punisse les contrevenants, ceux qui font la piraterie. Est-ce qu'on les applique? En dehors de ça, nous sommes dans un pays où nous sommes totalement submergés par la musique d'ailleurs, la musique qui nous vient d'ailleurs. Ça aussi, le gouvernement ne peut pas penser à ça. Moi, à l'époque, je me rappelle, à l'époque du ministre Guillaume Brélé, qui était le ministre de la Culture, M. Guillaume Brélé avait demandé à ce qu'on diffuse 80% de musique camerounaise et 20% de musique étrangère. Il allait même jusqu'à 90%. Longuet est plus réservé. Si la nouvelle loi n'est pas un obstacle à l'organisation des événements culturels, il faudra attendre sa mise en œuvre. Il faut des cabarets partout. Il faut faciliter l'organisation des spectacles, l'organisation des festivals. Il faut le faire. Regardez au Congo. Regardez au Congo, tous les artistes congolais sont des milliardaires. Milliardaires, multi même. Parce que la musique d'abord, avant tout. Une pétition contre la nouvelle loi sur les associations culturelles et artistiques a été lancée depuis près d'une semaine et enregistre plusieurs centaines de signatures avant l'adoption du texte. Au regard de la controverse autour de ce projet de loi régissant les activités culturelles, le gouvernement s'en défend. Il soutient avoir introduit des éléments novateurs dans le paysage culturel après de larges consultations dans les milieux artistiques. Faux, retorquent les concernés, qui estiment que cette nouvelle organisation est peu propice au déploiement de l'activité culturelle au Cameroun. Explication avec Joël Essengue et Guy Zogo. Le projet de loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun passe mal auprès de nombre d'acteurs culturels. Si le gouvernement soutient que des concertations élargies ont eu lieu autour de ce texte, les acteurs culturels retorquent que non. Il y a eu beaucoup de concertations et des consultations élargies qui prenaient en compte des artistes venus d'ici et là du Cameroun. Ces concertations élargies ont eu lieu au début de l'année 2019 et concernaient l'ensemble des disciplines qui avaient été identifiées. Art culinaire, art chorégraphique, art musical, que ce sont des réunions qui mettaient des... Et sous la conduite et l'autorité du ministre Pierre Ismaël Bidounkwa qui a assisté à toutes ces séances de travail. On travaille sur un projet de loi, on ne consulte pas les acteurs culturels alors que c'est quelque chose qui nous concerne. J'ai été contacté pour qu'on réfléchisse sur une stratégie qui va permettre aux acteurs culturels de s'approprier le texte que le ministre était en train de proposer. On leur a dit, ok, est-ce qu'on peut voir le texte? On ne peut pas élaborer une stratégie sans qu'on nous présente le texte. On nous dit, oui, non, le texte va permettre ci, va permettre ça, mais où est le texte? On n'a jamais vu le texte. C'est encore le désaccord total entre les deux parties au sujet des objectifs poursuivis par ce projet de loi. Le texte, de manière globale, organise, fixe les procédures de cette organisation et surtout énonce un certain nombre de pistes à travers lesquelles ces associations et ces regroupements d'associations pourraient faire l'objet d'un financement. On ne peut pas structurer le secteur musical comme le secteur sportif. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas réduire l'action d'une association culturelle dans une commune, dans un pays où il n'y a aucune infrastructure dédiée à la promotion culturelle. Si vous voulez faire une formation et que vous êtes une association de qui, la première salle que vous trouvez, c'est où? Il faut venir la faire au centre culturel camerounais. Vous demandez l'autorisation, ça vous fait au moins 3 associations, telles que les choses sont conçues. Sur le financement des associations culturelles et artistiques, à propos duquel le gouvernement a procédé à un tour de vis, du côté des acteurs culturels, on ne s'en émeut guère. Il y a des encadrements qui ont été faits en termes de dons et des donations qui pourraient provenir de l'étranger, que ce soit fait avec l'autorisation préalable du ministère de l'administration territoriale. Cela est une sorte de mécanisme préventif et qui permet de réguler un secteur qui aujourd'hui est en difficulté en raison de multiples chocs qui sont visibles
multiples chocs, j'allais dire économiques, sécuritaires, sanitaires, etc. Notre projet peut se développer dans au moins 10 pays africains. Et je n'ai pas besoin de rapatrier les fonds ici. Parce que les fonds que les organisations internationales nous donnent, c'est des fonds qui sont destinés aux artistes étrangers, pas aux artistes camerounais. Ce sera aux députés de trancher ces débats. Ce projet de loi et celui modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur les associations seront débattus ce 3 juillet à l'Assemblée nationale. Parlons à présent de l'affaire Ouazizi. Vous le savez, ce journaliste est décédé dans des conditions troubles après avoir été victime de sévices corporels il y a près de 10 mois. Information révélée en exclusivité sur les antennes d'Equinox Télévision. Ce jeudi, c'est le syndicat des journalistes du Cameroun qui note qu'aucune action n'a été entreprise par les autorités pour faire la lumière sur cette affaire. Pourtant, une enquête avait été annoncée à la suite d'une audience que le chef de l'État du Cameroun avait accordée à l'ambassadeur de France. Au contraire, note le SNJC, le gouvernement multiplie des déclarations mensongères et agite le spectre de la violence et des représailles contre les journalistes qui exigent la manifestation de la vérité. Le SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun, dénonce la confiscation du corps de Samuel Ouazizi pour masquer les sévices corporels que le journaliste a subis durant sa détention au secret. Je propose d'écouter ce morceau choisi de l'intervention de Denis Kwebo, président national du SNJC. Le SNJC a fait une déclaration publique pour exiger que toute la lumière soit faite sur l'affaire, notamment sur les circonstances exactes de la mort de Ouazizi. Après cette déclaration publique, nous avons adressé une correspondance au chef de l'État, président de la République du Cameroun, pour lui formuler officiellement cette demande-là. Un mois après, donc, nous n'avons reçu aucune réponse. Nous avons simplement suivi des déclarations mensongères et provocatrices d'un certain nombre de responsables gouvernementaux. Qu'à cela ne tienne, nous réitérons aujourd'hui la demande pressante de la mise sur pied d'une commission d'enquête nationale pour élucider les circonstances de la mort de Samuel Ouazizi. Le SNJC qui annonce également la création du Conseil national d'éthique et de déontologie ainsi que la désignation de ses membres par cette corporation des journalistes. Et l'affaire Samuel Ouazizi qui va au-delà des frontières du Cameroun, le ministre des Affaires étrangères en France, Yves Le Drian, en a parlé lors de son audition devant la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française. Il a évoqué comment la France est choquée à la suite de la disparition brutale et tragique de ce journaliste camerounais sur le théâtre de la crise anglophone et que la France suit de près l'évolution de cette situation des droits de l'homme et la disparition de ce journaliste et qu'elle entend faire la lumière ou du moins intervenir auprès du gouvernement camerounais pour en savoir davantage les circonstances de la disparition tragique et brutale de Samuel Ouazizi. La France également à travers son ministre des Affaires étrangères qui insiste sur la libération du journaliste ancien directeur général de la CRTV, Amadou Vamouké, des cas qui ont été évoqués durant une audition du ministre des Affaires étrangères devant l'Assemblée nationale en France. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Antou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Fermeture de l'espace Schengen, certains pays, 2 pays africains appliquent le principe de la réciprocité. Il s'agit du Sénégal et du Gabon qui ont décidé de ne plus accorder de visa aux Européens, notamment ceux qui sont ressortissants de l'espace Schengen en vue d'appliquer la réciprocité de la décision de l'Union européenne de ne considérer que les ressortissants de 4 pays africains dans la liste des ressortissants habilités à fouler le sol de l'espace Schengen au moment où les différents pays du monde ont décidé d'ouvrir leurs frontières aériennes. Le Cameroun qui a choisi quant à lui de mener des actions auprès de l'Union européenne afin que l'Union européenne reconsidère sa position concernant le cas du Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qui n'en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi. 20h.